Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ce type, qui sera peut-être pas la dernière. C'est un update lecture, comme vous avez pu le voir dans le titre, bien évidemment. C'est une vidéo que je ne pensais pas faire au départ sur la chaîne, et c'est en discutant en commentaire sous ma première vidéo livre, c'est un book haul, avec l'une d'entre vous, Eren Lys. J'espère que je prononce bien ton pseudo, tu me corriges si besoin. D'ailleurs c'est très joli comme pseudo. Donc du coup c'est en discutant avec elle que du coup je me suis laissée convaincre de faire des updates lecture, parce qu'elle expliquait en commentaire que elle ne suivait pas vraiment sur Instagram je crois, mais que les updates lecture sur YouTube ça pourrait l'intéresser. Voilà. Donc écoutez, si ça vous intéresse je vous laisse regarder. J'ai voulu du coup, suite aux commentaires qui avaient été faits, reprendre des lectures que j'avais fait précédemment. Pas toutes, mais celles dont je voulais vous parler en fait, qui me semblaient un petit peu capitales, tout est relatif bien entendu, mais qui me semblaient importantes, afin de repartir en gros sur des bases neutres on va dire, et voilà. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Parmi les lectures dont je voulais absolument vous parler, il y en a une que j'ai faite pendant le confinement. Je vous en ai très longuement parlé sur Instagram, je vous mettrai le post... à chaque fois en fait je vous mettrai les posts relatifs aux œuvres en barre d'infos. Parce que je pense que je détaille un peu mieux, que c'est peut-être plus précis à l'écrit. Le premier donc, dont je voulais vous parler, il s'agit du Lolita de Nabokov, que j'ai donc chez Folio, en poche. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que je pense que c'est une lecture qui est très très importante. Pour vous situer l'histoire très vaguement, on est dans la tête en fait d'un pédophile, d'un homme d'une cinquantaine, 45 ans peut-être, plus de 50 ans, je sais plus précisément. C'est lui le narrateur du roman, donc le roman, la narration est à la première personne, du singulier. Et donc cet homme est amoureux, éprouve du désir en fait pour les petites filles d'entre 9 et 12 ans en gros, avant qu'elles commencent vraiment leur puberté. Il les appelle les nymphètes en fait. Voilà. Donc c'est une lecture qui est pas facile, d'autant plus je pense si vous avez un certain passé avec ce genre de choses. Néanmoins, pour moi c'est une lecture qui m'a beaucoup aidée, parce que ça donne des clés entre guillemets de compréhension. On n'excuse pas du tout ce qui se passe, et c'est ce que j'ai aimé dans l'ouvrage en fait. Le livre est très incisif, et honnêtement il y a des passages qui sont très durs à lire, non pas parce qu'il se passe des choses violentes ou autre, mais parce que psychologiquement vous suivez les pensées d'un pédophile, donc ça peut être très dérangeant. En plein milieu de lecture en fait il a fallu que je m'arrête et que je passe à autre chose tant la lecture était difficile. Néanmoins, comme je pense que c'est un fléau qui est loin d'avoir disparu de nos sociétés malheureusement, qui quoi qu'on en dise reste, il y a un certain tabou autour de ça. Une parole des victimes qui a du mal à se défaire, et c'est compréhensible. Je pense du coup que c'est une lecture à faire, et je ne peux que vous le conseiller. Je sais que je dois en parler de manière très très maladroite, et j'en suis vraiment désolée, mais je peux que vous inciter à le lire. Au-delà en fait aussi de l'histoire, la plume est superbe. Et c'est encore plus dérangeant parce que ce qu'on lit est atroce, mais c'est tellement bien écrit. Donc ça c'est très dérangeant également, parce qu'il y a des passages qu'on trouve d'une beauté incommensurable. Et c'est dérangeant en fait, voilà. J'espère que ça vous dérange, parce que c'est mieux je pense, enfin, c'est bien que ce livre dérange, et heureusement qu'il le fait, parce que justement il y a une forme de dénonciation en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas du tout romantisé, ce n'est pas une relation qui est mise de façon poétique, même si la plume l'est. Par rapport au fait que ce soit très dérangeant, c'est parce qu'on suit en fait les fantasmes de cet homme, tout ce qu'il imagine faire à ses enfants ou ce qu'il a fait à des jeunes filles. Et clairement, il faut être prêt. Je vous le dis, il faut être dans un bon état d'esprit. Mais ça aide beaucoup, je pense. Il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir et qui me semble important, c'est que le narrateur... on arrive à percevoir en fait toute sa perversité, parce qu'il se positionne presque en victime. Et il le fait très très souvent. En fait, il va se dédouaner, en gros en disant que ce n'est pas sa faute, que c'est la faute des enfants, des jeunes filles, de Lolita en l'occurrence. Il se fait passer
donc pour la victime de cette jeune fille qui serait son bourreau à lui. Et il va tout au long du roman se chercher des excuses. Et donc ainsi justifier que son désir amoral, décrié par la société, est en fait légitime selon lui. Et plusieurs fois il y a ce genre de réflexion sur ça. Et je pense que quand on le lit avec un regard avisé, on a tout à fait conscience que c'est une dénonciation au final qui est faite. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour Lolita, mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, je vous mets le post Instagram en barre d'infos, je vous invite à aller le lire, le post, et aller vous procurer cet ouvrage, et quand vous êtes prêt à le lire. Voilà. Si vous l'avez lu, je suis très très preneuse de vos avis, et pourquoi pas en discuter à vos commentaires, parce que moi c'est vraiment un ouvrage qui m'a marqué. Alors pour vous situer l'extrait que je vais vous lire de Lolita, Humbert, le narrateur, va donner ce qu'il pense être la justification de sa perversion. Il va en fait dire, voilà, je suis ainsi parce que j'ai vécu ça. Et donc ainsi se dédouaner, bien entendu. Donc on est juste après en fait la narration de ce passage. Pas étonnant alors que ma vie d'adulte pendant la phase européenne de mon existence se soit révélée monstrueusement double. J'entretenais au grand jour ce qu'on appelle des rapports normaux, avec un certain nombre de femmes terrestres, ayant des citrouilles ou des poires en guise de sein. Secrètement, j'étais consumée par la fourneuse infernale d'une concupiscence restreinte à l'égard de toutes les nymphètes qui passaient, mais, poltron respectueux des lois, je ne me permettais jamais de les approcher. Quant aux créatures femelles qu'on m'autorisait à manipuler, elles n'étaient que de simples palliatifs. Je veux bien croire que les sensations que j'éprouvais dans l'acte naturel de fornication étaient assez semblables à celles qu'éprouvent les grands mâles normaux lorsqu'ils s'accouplent avec leurs grosses femelles tout aussi normales, en ce va-et-vient coutumier qui fait trembler le monde. Le seul inconvénient, c'était que moi, à la différence de ces messieurs, j'avais entrevu une félicité incomparablement plus poignante. Le plus terne de mes rêves libidineux était 1000 fois plus éblouissant que tous les adultères que pourrait imaginer l'écriture du génie le plus viril ou l'impuissant le plus talentueux. Mon univers était clivé. J'avais conscience non pas d'un, mais de 2 sexes, dont aucun n'était le mien. L'anatomiste les qualifierait tous deux de sexe femelle. Mais pour moi, à travers le prisme de mes sens, ils étaient aussi différents que Matt, sans accent, et Matt avec accent, je vous précise. C'est maintenant que je rationalise tout cela. Quand j'avais 20 ou 30 ans, je ne comprenais pas aussi clairement mes affres. Alors que mon corps savait ce qu'il convoitait, mon esprit rejetait impitoyablement chacune de mes suppliques. J'étais tantôt submergée par la peur et la honte, et tantôt débordant d'un optimisme téméraire. J'étais étouffée par les tabous. Les psychanalystes m'appâtaient par des pseudo-libérations de pseudo-libido. Le fait que pour moi, les seuls objets qui déclenchaient des frémissements amoureux étaient les sœurs d'Annabelle, ces demoiselles d'honneur, et ces pages en jupon m'apparaissaient parfois comme un signe précurseur de la démence. D'autres fois, je me persuadais que tout cela était une question de point de vue, et qu'il n'y avait rien de mal à ce que je fusse troublée à en perdre la raison par les petites filles. Je vais m'arrêter là, mais je pense que cet extrait est assez significatif en fait, et ce ne sont que les prémices en fait de ce que ressent cet homme, de ce qu'il va nous décrire. Donc vous voyez, on a déjà cette phase de justification qui apparaît. Et oui, il s'excuse en fait. J'avais souligné là dans le passage que je vous ai lu l'expression poltron de poltron respectueux des lois, que je trouve très, très lourd de sens malheureusement. Voilà donc pour cet extrait de Lolita. On va passer sur des choses un peu plus légères et plus agréables, pas agréables mais plus divertissantes, on va pas se le cacher. Alors on va passer sur de la fantaisie. J'ai une période de fantaisie là ces derniers temps. Le premier dont je voulais vous parler, parce que c'est une petite maison, c'est une maison d'édition indépendante française, Noir d'Absinthe, et donc il s'agit du premier, je crois, roman de Louise Le Bars, Vers de lierre. Alors, Vers de lierre, c'est une lecture, déjà, il faut que je vous parle de cette plume qui est superbe. On est dans un lyrisme, un peu gothique,
une forme de romantisme aussi au niveau de ce contact avec la nature, de cette déification qu'elle a. Et cette plume est vraiment à se damner. Je remercie Perceline pour la lecture de cet ouvrage, parce qu'elle en a beaucoup parlé. Et il y a deux récits en fait. Il y a le récit à la première personne du narrateur, et il y a également un récit enchâssé en fait, qui va venir petit à petit, et qui pour le coup m'a vraiment tenu en haleine. C'est cette partie du roman que j'ai préférée. Il s'agit donc d'un jeune écrivain un peu à succès, qui est en panne d'inspiration, qui va retourner dans la maison familiale, et il se rappelle un conte, celui du ver de lierre que lui racontait sa grand-mère. Voilà, ver de lierre qui est une créature présentée comme mythique, mystique, j'ai envie de dire. Et il se passe certaines choses, certains mystères dans le village en lien avec cette créature. Je ne vais pas vous en dire plus, néanmoins c'est quelque chose qui est très original. Sauf erreur de ma part, Louise Le Bars a vraiment créé un mythe avec cette histoire, ou peut-être c'est inspiré d'une mythologie. Oui, il y a mon chat qui vient miauler, il faut que je m'occupe de lui. Peut-être c'est-elle inspirée d'un conte préexistant, là je ne sais pas, mais ça m'aurait intéressé de le savoir d'ailleurs. En tout cas, c'est très bien mené, et ça distrait vraiment pour le coup, tout en étant un vrai plaisir de lecture et de plume également de lecture. Et j'aimerais beaucoup me pencher un peu plus sur ce que font les éditions Noires d'Absinthe, parce que juste, je vais vous montrer. Il y a un très joli travail d'édition qui est fait, je vous montre ça. Hop. Déjà le livre commence avec un petit poème. Hop, voilà. Si vous voulez commencer par lire ça. Ensuite, voilà. Vous voyez en tête de chapitre. Vous avez chaque fois donc une très jolie écriture pour les titres avec les lierres en haut et en bas. Et cela se retrouve en haut de chaque page. Voilà. Donc oui, j'aimerais beaucoup me plancher davantage sur ce que fait cette maison d'édition qui m'intrigue beaucoup, je dois vous l'avouer. Chapitre 2, le lierreux. La vieille femme m'accueillit avec sa gentillesse habituelle, dans son petit salon à naperon et bibelot de chien en porcelaine. Je connaissais cette dame depuis l'enfance. Elle habitait au bout de la rue où vivait ma grand-mère. Elles avaient été très amies. Nous échangeâmes foule de souvenirs, elle me parlant de la vie du village et de ses habitants, moi de la mienne. Une demi-heure plus tard, j'en vins aux faits. « Dis-moi, Huguette, tu te rappelles cette légende que toi et grand-mère vous me racontiez autrefois? Avec un homme en bois et en lierre, ça te dit quelque chose ?» Le visage de la vieille femme redevint aussitôt sérieux. « Tu parles du ver du lierre, mon garçon? Pourquoi me demandes-tu cela? » C'est un conte qui m'est revenu en discutant avec ma mère, et depuis, j'aimerais en apprendre plus à ce sujet. Je sais qu'elle était souvent répétée aux enfants d'ici. Tous mes copains la connaissaient. Je me disais que j'allais effectuer des recherches pour mon prochain roman. Courir la muse, qui se fait plutôt désirer en ce moment. Ce n'est pas une histoire, mon garçon. C'est quelque chose qui est réellement arrivé. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ta grand-mère et moi, nous y croyons dur comme fer depuis nos jeunes années. Personne ici ne plaisante à ce sujet. Je m'installai plus confortablement dans le fauteuil et l'écoutai attentivement. Elle poursuivit. Oui, depuis nos jeunes années, nous connaissons l'existence du lierreux. Et tu sais pourquoi? Il a fait du mal par ici. Certains habitants du village ont eu le malheur de croiser son chemin. Même si tout le monde savait qu'il ne venait pas chercher les enfants, cette créature causait bien des nuits hantées à ta grand-mère. Quant à moi, la simple idée de sa présence grinçante suffisait à m'effrayer une fois au lit. La couverture remontait jusqu'aux oreilles. D'ailleurs, dans le pays, les parents s'appuyaient beaucoup sur cette légende, très utile pour se faire obéir de leurs marmots. Je me souviens que souvent, quand nous nous réunissions pour jouer après l'école, c'était à qui raconter l'histoire la plus effrayante à son sujet. Certains allaient même jusqu'à prétendre avoir déjà vu la créature. Un autre ouvrage dont je voulais vous parler, il s'agit de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui a été mon premier ouvrage acheté en Pléiade. Voilà. Alors, Belle du Seigneur, j'ai voulu le lire, enfin je l'ai lu quand je crois que j'avais 18-20 ans. Et je pense que j'étais assez immature de ce point de vue-là pour comprendre toute la puissance de ce récit, parce que il est question de l'amour conjugal et de la recherche de la passion, en gros. Pour vous faire ça assez schématiquement. On reprend un petit peu quelque part la trame d'Emma Bovary, mais dans un contexte
d'entre-deux-guerres. Le roman, une bonne majorité du roman se passe en Suisse, du moins le début. Le mari de l'héroïne est un petit fonctionnaire sans vergogne de la Société des Nations. Et on va suivre un peu ces personnages qui évoluent, qui sont en recherche de grandeur, enfin non pas de grandeur, mais d'évolution sociale. Et l'auteur en fait va passer au vitriol chacun des personnages qu'il présente. Tout le monde en prend gros pour son grade. Et au milieu de ça, de cette critique sociale, il y a cette histoire d'amour que va vivre Ariane, la jeune femme du récit, avec son amant. À savoir que l'histoire d'amour vient assez tard. C'est pas vraiment un roman d'amour comme par exemple Autant n'emporte le vent ou Léo de Hurlevent. Il y a vraiment en plus l'aspect critique social et morceau de bravoure littéraire qui est fait par Albert Cohen. Je reviendrai sur ce point après. Mais donc au-delà de cette histoire d'amour, c'est donc tous ces points de vue qui sont échangés. Mais surtout en fait, ce n'est pas l'amour magnifique, magnifié. Au contraire, ici l'auteur va nous montrer l'amour dans toute sa réalité, dans son quotidien, ce qu'il a de plus abject au final. On est loin de l'amour romantisé, fantasmé, mais dans l'amour vraiment concret et qui prend un peu le pied de nez des images très romantiques que l'on a de l'amour. Voilà. À ce propos d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la fin étonnamment, parce qu'on va rentrer dans un engrenage assez effrayant entre Ariane et son amant. Un engrenage qui rencontre le quotidien en fait, et comment ils vont ne pas pouvoir assumer ce quotidien. Voilà, je m'arrête sur ça. Je voulais juste revenir sur l'écriture d'Albert Cohen. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un morceau de bravoure, et effectivement Albert Cohen s'amuse à faire des exercices de style clairement lors de cette écriture. Notamment certains chapitres écrits sans aucune ponctuation, et cela retrace vraiment parfaitement le flot de pensée de l'auteur. Enfin, de l'auteur, non, des personnages. C'est très très bien fait, c'est très bien écrit, c'est magnifique. Toutefois, je pense que là, on est vraiment pour les lecteurs les plus avertis, et qui savent dans quoi se lancer. Et je pense que même certains lecteurs avertis n'aimeront pas. Voilà, c'est un ouvrage vraiment littéraire, où l'auteur Albert Cohen a pris soin de travailler son style, énormément, peut-être trop pour certains. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. Mais je comprendrais qu'on puisse ne pas aimer. Et il faut garder en tête qu'il y a vraiment cette critique sociale qui est faite, et cette critique de l'amour. Je pense que quand on sort de cet ouvrage, on a envie un peu de légèreté et d'avoir foi en l'âme humaine à nouveau. Voilà. Néanmoins, si ça vous intéresse, je ne peux que vous le conseiller vivement, ou d'attendre peut-être de le lire au bon moment. Voilà, d'avoir cette rencontre au bon moment entre le livre et vous. Alors, petit extrait à lire. Donc pour l'extrait que j'ai choisi de vous lire, il s'agit d'un extrait du chapitre 3, qui est en fait le moment où Solal, l'amant, on va parler de lui ainsi, va vouloir séduire Ariane, mais en se faisant passer pour un vieillard en fait, pour s'assurer qu'elle l'aime pour ce qu'il est lui, pour la déclaration qu'il va faire, et non pas pour son aspect physique. Voilà. Je vais pas tout vous lire parce que c'est un chapitre qui est assez long, juste un petit extrait, voilà, pour que vous voyez ce dont il s'agit. Assise sur le bord du lit, elle grelottait dans sa robe du soir. Un fou avec un fou dans une chambre fermée à clé, et le fou s'est emparé de la clé. Appelé au secours. À quoi bon? Personne dans la maison. Maintenant, il ne parlait plus. Le dos tourné debout devant la psyché, il s'y considérait dans son long manteau et sa toque enfoncée jusqu'aux oreilles. Elle tressaillit, s'apercevant que dans la glace, il la regardait maintenant, lui souriait tout en caressant l'horrible barbe blanche. Affreuse, cette lente caresse de méditation. Affreux, ce sourire édenté. Non, ne pas avoir peur. Il lui avait dit lui-même qu'elle n'avait rien à craindre, qu'il voulait simplement lui parler et qu'il partirait ensuite. Mais quoi? C'était un fou, il pouvait devenir dangereux. Brusquement, il se retourna, et elle sentit qu'il allait parler. Oui, faire semblant de l'écouter avec intérêt. Au Ritz, un soir de destin à la réception brésilienne, pour la première fois vue et aussitôt aimée, dit-il, et de nouveau ce fut le sourire noir où luisaient ses deux canines.
moi, pauvre vieux, à cette brillante réception, comme domestique seulement, domestique au Ritz, servant des boissons aux ministres et aux ambassadeurs. La racaille de mes pareils d'autrefois, du temps où j'étais jeune et riche et puissant, le temps d'avant ma déchéance et misère. Et ce soir du Ritz, soir de destin, elle m'est apparue, noble parmi les nobles, apparue redoutable de beauté. Elle et moi, et nul autre que la cohue des réussisseurs et des avides d'importance. Me pareil d'autrefois, nous deux seuls exilés, elle seule comme moi triste et méprisante, ne nous parlant à personne. Seule amie d'elle-même, et au premier battement de ses paupières, je l'ai connue. C'était elle, l'inattendu et l'attendu, aussitôt élue en ces soirs de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés. Elle, Boukhara divine, heureuse Samarcande, broderie au dessin délicat, elle, c'est vous. Voilà, je m'arrête ici pour Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ensuite, on va poursuivre avec une lecture recommandée par Perceline dans le club de lecture. Alors, l'autre ouvrage dont je voulais vous parler, il s'agit d'un ouvrage donc, du club de lecture. Alors, il s'agit des Centaures d'André Lichtenberger, qui est présenté comme le premier roman de fantaisie française. Donc, on y est dans une sorte d'époque en fait où les créatures mythiques telles que les centaures, les faunes et les sirènes vivaient encore en harmonie avec la nature, loin des hommes. Et en fait, c'est c'est l'histoire de ce peuple et de son lien avec la nature qui est racontée. Tout d'abord, un premier point, le dialogue, l'histoire est assez désarçonnante, le récit est assez désarçonnant parce que il y a très très peu de dialogue, voire quasiment pas. Et quand il y en a, en fait, ils sont anecdotiques en quelque sorte. Pour les lecteurs qui ne veulent pas se lancer là-dedans, il faut quand même... Moi je lis pas mal et j'avoue que ça m'a désarçonné. Donc peut-être pas lire pour tout le monde, ou du moins pas quand vous êtes un peu fatigué. Vous voyez, il faut être dans un bon état d'esprit pour le lire. Néanmoins, l'écriture est très belle. C'est quelque chose aussi qui est assez lent, mais c'est pas forcément négatif, c'est parce qu'on suit vraiment le rythme de vie de ces centaures, jusqu'à un moment en fait où tout va basculer. Et c'est à partir de là en fait où il y a ce moment de bascule que moi j'ai été happée dans le récit, notamment la toute fin, la dernière partie que je n'ai pas réussi à lâcher, étonnamment, alors que les autres étaient un peu plus contemplatives. Il y a néanmoins deux points négatifs on va dire, qui m'ont dérangé. La première, c'est qu'on reste dans un monde animal, même si les centaures sont décrits quand même avec une certaine conscience, il n'en reste pas moins que ce sont des animaux. Et que donc leur notion du juste et du droit, entre guillemets, n'est pas du tout la même que la nôtre. Et moi, il y a des choses qui m'ont dérangée parce que tout reposait sur la loi du talion, au final, sur œil pour œil, dent pour dent. Et c'est là où, pour moi, la société humaine se démarque du monde animal. Parce qu'il n'y a pas cette notion de... dans une société, en tout cas, il n'y a pas, normalement, cette notion de vengeance. La société humaine est là pour, au sein des hommes, contrer cette notion de vengeance. Et elle est chez les centaures très présente. Et c'est ce qui m'a un peu dérangée. De même, toujours parce qu'on est dans un monde animal, il se passe assez tôt, tout de même dans le récit, je crois que c'est dans la première partie, premier tiers en tout cas de l'ouvrage, il se passe un viol. Et il est presque anecdotique en fait, quelque part. Il aurait pu ne pas être présent. Et ce qui se passe, les conséquences en fait... moi, ça m'a dérangée. La manière dont c'est écrit en fait, parce que je pense que, comme le disait Perceline, c'est parce qu'il n'est pas remis en cause par l'auteur. Et effectivement, ça peut déranger. Voilà. Après, si on met ceci entre parenthèses, l'ouvrage est de très bonne qualité. Un autre petit point que je peux vous mentionner, c'est que donc, ce sont les éditions Calidor qui ont édité cet ouvrage et que vous avez un petit travail d'illustration. Vous voyez ici. Est-ce que j'en ai peut-être d'autres, par exemple ici. Donc voilà, l'ouvrage est un petit peu égrené de quelques illustrations de ce style. Qui sont très sobres, vous voyez, c'est pas un ouvrage illustré, mais si ce sont des choses auxquelles vous êtes sensible, je vous le mentionne.
Voilà donc pour les centaures de André Lichtenberger. Ensuite pour finir, alors ce sont 3 livres mais que je vais regrouper en un parce qu'il s'agit des 3 premiers livres d'une saga qui comporte 7 tomes. Pour le moment je n'ai lu que ces 3 premiers, j'ai fait une petite pause parce que j'avais envie de lire d'autres choses et que j'avais envie un peu de savourer en fait l'univers, de pas me jeter dessus et de faire durer. Donc il s'agit, je vais vous montrer, des 3 premiers tomes de Sorceller chez Brajlon dans cette magnifique édition que je trouve absolument superbe. J'avoue que j'ai voulu les livres dans cette maison d'édition, dans cette collection même, parce que je les trouvais absolument magnifiques. Voilà, je vous ai un petit peu dézoomé comme ça, vous verrez mieux. Donc, le premier tome, celui-ci, Le Dernier Vœu. Le deuxième tome, L'Épée de la Providence. Et le troisième, Le Sang des Elfes. Alors, il s'agit d'une fantaisie. Alors, pour commencer, je ne connaissais absolument pas l'existence du jeu vidéo. Ce n'est pas du tout un univers que je ne connais. J'ai découvert ça suite à l'entrain des mots de l'imaginaire qui en parle avec beaucoup d'entrain, de joie, et qui m'a convaincue de les lire. C'est de la fantaisie, l'auteur est polonais, et donc il va piocher un petit peu dans les contes, les mythes de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest. On retrouve par exemple dans le premier tome, si je me souviens bien, le conte de... un dérivé, une réécriture de La Belle et la Bête que j'ai beaucoup aimé, parce que les 2 premiers tomes sont en fait une sorte de série de nouvelles qui ont néanmoins un fil rouge, qui sont reliés entre eux. Et le 3e tome, je trouve qu'il apparaît comme un premier tome en fait d'une saga, mais qui va néanmoins faire le lien avec ce qui a été vu auparavant, une sorte de transition entre guillemets. Je pense. Après, je n'ai pas encore lu le 4e tome comme je vous le disais. Donc j'ai beaucoup aimé cette saga. Je l'ai dévorée. Je trouve que c'est bien écrit. Je ne peux pas vous dire si c'est bien traduit, hein, ça je ne connais pas du tout. Et je trouve les personnages très intéressants, je pense que c'est vraiment le point fort du récit. Enfin, un des points forts, parce qu'il n'y a pas que ça, mais le personnage principal de Gérald est très attachant, sans être complètement cliché, je pense. Il y a Jasquier, que j'ai trouvé pour le coup très drôle et qui amène un peu de légèreté, ça contrebalance très bien avec le personnage de Gérald. Yennefer aussi, que je trouve très charismatique. Et j'adore aussi la relation entre Gérald et la jeune Ciri. Voilà. Je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de cette saga et de toutes les lectures du coup que je vous ai présentées. Écoutez, c'est terminé pour ce premier update lecture. J'espère que pour le coup ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est un format qui vous intéresse ou pas. Je suis toujours preneuse de vos avis. Et si vous avez des lectures à me recommander, c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt.